Le Private Equity Exchange pour cette 24e édition accueille bon nombre d'investisseurs et il y en a un aujourd'hui qui nous a rejoint, Jean-Pierre Nadir. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Mathieu. Merci d'être avec nous. Bon, on vous connaît, hein, vous êtes un investisseur connu, reconnu, vous êtes à la télé, vous êtes dans Qui veut être mon associé. Je suis plus à la télé qu'investisseur, mais bon, disons que eh ben justement, je fais les deux. On va en parler parce que c'est l'occasion de vous poser quelques questions. Ouais. Jean-Pierre Nadir, vous êtes serial entrepreneur, votre monde c'est le tourisme. Voilà. Exact. Vous avez été sous 2 LBO, peu de gens le savent, 2006-2009. Vous avez également cédé votre boîte en session, on va dire, rampante à un industriel. Ouais. Donc vous avez une bonne connaissance du monde du LBO côté manager. Vous avez également une bonne connaissance des transactions côté cédant. Merci d'être avec nous. Et j'ai même acheté plein de boîtes, donc en fait, je sais aussi acheter. Donc voilà, donc j'ai une vision assez complète. On va dire. Acheteur, vendeur, buyer, Exactement. seller, vous êtes de tous les côtés. C'est vrai. Première question, Jean-Pierre Nadir, c'est plus dur d'investir ou de diriger? Ouais, c'est une bonne question. En fait, je pense que une fois que tu as beaucoup dirigé, tu peux devenir un bon investisseur. Pourquoi? Parce que à la fois tu comprends les marchés, mais surtout tu comprends les hommes et tu peux les aider. Moi, je pense qu'en fait, quand tu es entrepreneur investisseur, il faut surtout pas donc vouloir changer de casquette. Il faut essayer d'additionner le meilleur des deux mondes. Et donc comment? En faisant du mentorat, en aidant en fait les dirigeants d'entreprise. C'est pourquoi on peut pas en faire beaucoup non plus d'investissement parce que globalement une Faut les journée suivre. c'est 24 heures, voilà, et que tu peux pas être partout. Mais je crois beaucoup à la valeur ajoutée de l'entrepreneur d'expérience qui va aider celui qui se lance, donc qui va lui éviter des erreurs et surtout donc qui va lui faire franchir des étapes parce que tu as du réseau, parce que tu peux l'aider à aller plus vite. Là, vous parlez d'un duo qui est celui dans lequel on investit et de l'investisseur, donc de vous et d'un padawan. Ouais. Si on devait retenir un padawan parmi ceux que vous avez accompagnés, la success story? La success story en cours, donc c'est une entreprise qui s'appelle Palomano, donc qui fait des petits centres urbains pour enfants, que j'ai connu d'ailleurs dans le cadre de l'émission Qui est mon associé, qui à l'époque avait un centre, donc À Clichy. voilà, bravo, 800 mètres carrés. On Clichy. connaît, on met des boules qui le Voilà, week-end. voilà, alors exactement. Donc évidemment, donc c'est tout le temps plein, voilà. Et donc très gros succès. Donc ils voulaient lever de l'argent pour développer un deuxième centre qui a ouvert donc à Rueil, et ils avaient un programme donc d'investissement et de développement donc sur quelques années avec un centre par an. Là où on a fait très fort, c'est qu'on a lancé un réseau de franchise. Donc grâce à l'émission, donc on a réussi à sensibiliser un maximum de gens à l'idée de devenir donc franchisé Palomano. On a à date donc signé une centaine donc de franchises, hein, donc en l'espace de 2 ans. On en a déjà ouvert une dizaine. On en ouvre 30 l'année prochaine, 30 l'année suivante. Bon, voilà, on a un programme de développement qui est assez exceptionnel. C'est une entreprise qui est d'ores et déjà rentable, qui va en plus continuer donc à s'améliorer puisque évidemment donc on va développer maintenant les boutiques et surtout, je dirais, au fond, on va développer une marque de référence dans le domaine donc ludo-éducatif qui peut devenir le Virgin de l'enfance. Et là, donc, ça prend encore plus de dimensions. Bref, on a effectivement donc Vraie success story. ouais, vraie success story. Et alors, on pourrait se dire pourquoi. Évidemment, donc en un, donc le modèle, le concept, donc très clairement. Mais au-delà, l'équipe. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une très bonne équipe, 2 frères, une sœur. Ils sont très à l'écoute et surtout, ils mettent en œuvre très vite. Et je pense que dans le rapport aux startups, il faut que tu donnes des conseils à des gens qui ont envie de les écouter et surtout de les appliquer, ce qui n'est pas toujours le cas. Quel est le truc qui vous énerve quand vous accompagnez une boîte, un dirigeant, et que vous vous retrouvez face à un mur, le truc qui vous met hors de vous? Moi, ce qui m'énerve le plus, donc, c'est les gens qui disent pas la vérité. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, alors des fois, ils se mentent à eux-mêmes, hein, donc évidemment, mais je pense que le principe de sincérité, c'est ce qui permet en fait de franchir toutes les étapes. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en difficulté, eh bien, plus tôt il te le dit, plus tôt il pose clairement les bases de cette difficulté, et plus tôt on a des chances de trouver des solutions. Voilà. Et moi, je suis jamais donc énervé par des gens qui m'expliquent que finalement on n'y arrive pas, parce que c'est ça le business. On essaye. Voilà. Ce qui me gêne, c'est ceux qui se donnent pas tous les moyens d'y arriver et qui même vont essayer effectivement de raconter une histoire qui n'est pas la réalité des choses. Voilà. On est dans un monde aujourd'hui où on a trop valorisé le storytelling, le roman, voilà, la narration. Moi, je pense qu'on peut être bègue, donc être un très bon entrepreneur, qu'il n'y a pas besoin d'avoir forcément donc, un charisme de fou, mais que la véritable qualité première d'un entrepreneur, c'est de ne pas se mentir à lui-même et donc de ne pas mentir aux autres. Très bel enseignement. La chose à ne pas oublier quand on accueille un fonds, là j'ai dit, vous étiez côté également CEO sous LBO, quand on accueille un partenaire financier, un fonds de private equity, nous sommes au Private Equity Exchange, quand on l'accueille, la chose qu'il ne faut pas oublier quand on est le CEO. Alors déjà, je pense qu'il faut bien choisir son fonds. Et ça paraît tout bête, mais les bases sur lesquelles on les choisit sont souvent des bases en fait qui sont pas les bonnes. Voilà. La valo. Exactement. La valo. Sauf que cette valo,
il y a plein de correctifs. Et qu'à la fin, effectivement, donc le gars, t'as les mecs qui se retrouvent en slip, ils ont une valo de dingue, mais à la fin, finalement, ils auront 0 parce qu'il y a des systèmes de prefer, parce que le fonds a un TRI garanti et que globalement, c'est lui qui va tout prendre. Bon, donc déjà, la réalité, c'est de se dire, ok, j'accueille un fonds, un, pour faire quoi? Voilà. Et deux, l'élément fondamental n'est surtout pas la valo. C'est-à-dire qu'on a passé notre temps à communiquer sur les valos. Tous les classements, effectivement, donc mettent en avant la start-up qui a une valo de je ne sais pas combien. Mais à la fin du fin, donc il y a des gens qui ont eu des très grosses valos qui sont partis avec 0. Donc il faut bien avoir en tête que la valo n'est pas l'élément essentiel. L'élément essentiel, c'est la création de valeur. Comment, avec cet argent, je vais créer de la valeur et comment le fonds qui m'accompagne pourrait m'aider à créer cette valeur. Il y a des fonds qui sont plus légitimes pour des secteurs que d'autres et qui ont donc des éléments d'accélération. Et ben c'est plutôt cela effectivement qu'il faut privilégier. Donc la sélection du fonds, il y a également évidemment donc des fonds dont tu es en prise directe avec les fondateurs du fonds. Donc tu sais qu'ils ne vont pas changer. Voilà. Et bien ça c'est très important parce que le jour effectivement où tu as un problème, eh bien appeler quelqu'un que tu connais pour lui dire voyons-nous et je t'explique où j'en suis, là on a un truc qui ne va pas, etc. Eh bien c'est plus facile de le faire avec quelqu'un que tu connais. Quelqu'un que tu ne connais pas et qui vient d'arriver, il va te dire bah, écoute mon vieux, on n'aurait jamais dû faire cet investissement, on se demande bien pourquoi on est là-dedans. Voilà le contrat, t'es pas dedans. Exactement. Et donc il va dire bah, écoute on applique les clauses, très bien, alors que celui que tu connais, avec qui tu as construit un bout de l'histoire, il se sent associé pleinement. Donc un fonds, c'est pas il n'est pas mécaniquement associé. Voilà, il faut que tu l'associes à l'histoire et donc il faut que tu le fasses adhérer en permanence à tous les choix et qu'il se sente complètement effectivement donc lié au choix en question. Voilà. Donc il faut choisir la personne avec qui tu peux le faire le mieux, donc avec qui tu penses que tu vas t'entendre le mieux. Voilà. Et puis troisièmement, il faut les informer. Il y a beaucoup de gens qui font l'inverse. Ils arrivent au bord en traînant des pieds et s'ils pouvaient l'éviter, donc ça serait mieux. Moi, je pense que le devoir, effectivement, donc, du dirigeant, c'est de donner toutes les infos. On l'a dit, principe de vérité, vision 360, capacité maximum d'agilité. On part dans une voie, on voit que ça ne fonctionne pas, eh bien, donne-nous les moyens de changer de voie, parce que c'est ça le business, malheureusement. Donc, on n'a pas toujours les récompenses de ces actions au moment où on entreprend. Et donc, des fois, il y a des décalages. Voilà. Et tout ça, effectivement, ça se gère en symbiose. Et donc, en fait, un bon fonds, c'est un fonds... En fait, c'est un membre de l'équipe, ce que vous décrivez. Exactement. Je pense qu'il faut faire en sorte que le gars soit dans l'équipe. Exactement. Ok. Fairmove, on en parle? Avec plaisir. Alors, vous l'avez fondé 2020? Ouais. 5 ans? Ouais, enfin, j'ai réfléchi, enfin, j'ai conceptualisé en 2020 et fondé en 2021. Mais bon, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Mathieu est très informé. Écoutez, on essaye. On fait un bilan? Ouais, alors c'est un bilan d'étape évidemment. Donc le bilan, c'est que ça correspond un peu à ce que je viens d'expliquer. Hein. Donc j'ai trouvé j'ai 3 fonds qui m'accompagnent. Donc Entrepreneur Invest, qui est un excellent fonds et dont le nom n'est pas usurpé. C'est vraiment donc. Ce sont des entrepreneurs exactement. Dans un fonds evergreen et ils sont là et vous accompagnent. Exactement. Donc Bertrand Follier me suit de très près. Donc j'ai un deuxième fonds qui est la BPI tout simplement. Donc en totale simplicité parce qu'ils ont toute une division tourisme, animé par Serge Mesguich qui fonctionne bien. Et puis on a un troisième, donc un petit fonds qui s'appelle Carotte Capital, animé par Charles-Antoine Morand, qui lui est un entrepreneur, investisseur très au contact. Alors il n'y a pas besoin lui de l'appeler pour répondre à des questions. Donc il est tout le temps présent. il est toujours Charles-Antoine, si tu nous écoutes. Voilà, donc il est vers la machine à café. J'ai pas pu te répondre là parce que j'étais dans l'émission, mais je te rappelle tout de suite. Voilà, très au contact. Et donc en fait il y a une bonne team, on est très suivi. Alors au départ, le projet c'était de faire une agence de voyage en ligne, nouvelle génération, qui met en avant tous les acteurs engagés du tourisme. Ça continue, mais globalement, ça n'a pas du tout l'accélération que j'aurais aimé. Pourquoi? Parce que l'entrée par le tourisme responsable aujourd'hui dans le choix du tourisme, dans le choix d'un voyage, dans le choix d'un produit, et pas une entrée qui est suffisamment comprise par le grand public. Et donc pour faire en sorte qu'il y ait une vraie adhésion, eh bien il faut 2 choses. Un label qui soit un peu clair et qui permette de s'y reconnaître. Et donc je me suis attaqué à ce sujet-là. Et donc j'ai développé une plateforme SaaS qui s'appelle Fairmove Solutions, où j'ai aujourd'hui 600 hôtels qui utilisent mon label. J'en aurai 1000 d'ici le premier trimestre 2026. Et je veux faire le label référent mondial.
Voilà, donc là j'ai un projet grandiose, voilà, à la hauteur de, non pas de qui je suis, mais de mes ambitions, voilà, parce qu'on a toujours des ambitions qui sont plus grandes que soi-même, donc ça faut jamais l'oublier non plus, pas se prendre pour un autre, mais en tous les cas je pense que là il y a une vraie opportunité, donc je suis sur le sujet en question, et puis j'ai à côté aussi un tour opérateur qui s'appelle donc Double Sens, et là on développe des circuits à destination où on mesure l'impact social, car la mission qu'on s'est donnée, c'est baisser l'impact écologique du tourisme et monter l'impact social, voilà, et donc j'ai les trois niveaux de jeu, c'est assez exaltant, c'est pour l'instant peu rémunérateur, mais il y a des perspectives heureuses. Ah ben, on vous le souhaite, surtout qu'on voit quand même qu'il y a une petite dizaine d'acteurs sur le tourisme responsable en France, et vous l'avez dit, aujourd'hui c'est encore l'apanage d'une certaine catégorie de la population. Vous avez créé, bon, la porte était fermée, vous avez créé la cheminée pour descendre par la cheminée avec le label. Avec le tour opérateur, vous pouvez monitorer et aller à fond. Et avec des marges meilleures. Ouais. Voilà. Et puis avec la distribution, bah, j'ai aussi d'ailleurs attaqué le marché du CSE, j'ai attaqué le marché du maïs, et donc du séminaire. Donc j'essaye en fait de décliner sur tous les leviers, un peu ce que vous faites dans les médias, mon cher ami, parce que globalement sur un seul levier, c'est pas suffisant. Et quand tu veux créer une dynamique, eh ben, il faut être présent partout. Voilà. Et donc moi partout où il y a la possibilité de faire entendre la voix du tourisme responsable, d'évangéliser les consciences en matière de tourisme responsable, eh bien, il faut que j'y sois. Allez, une dernière question, il nous reste 2 minutes. Quand on essaye de lever de l'argent, mais qu'on se confronte peut-être à un mur, parce que c'est la première fois, on n'est pas encore complètement sophistiqué à l'exercice, peut-être qu'on n'a pas la bonne façon de présenter la chose, même à son conseil. Peut-être que les bons conseils ne vous prennent même pas. Ouais. Qu'est-ce que vous dites à ces dirigeants-là qui sont persuadés, comme vous, d'avoir la bonne idée, ils ont l'ambition, mais pour l'instant, ça rame? Ouais. Alors parfois la bonne réponse c'est de dire n'y va pas, hein. C'est-à-dire que si tu veux, si tu n'arrives pas à convaincre personne, c'est que sans doute qu'il y a un problème, tu vois, sur le projet. Moi je crois que quand on n'arrive pas à convaincre donc l'environnement financier, on doit pouvoir convaincre l'environnement industriel. C'est-à-dire que si demain je me lance dans la pizza industrielle, bah, je me dis il y a un tas de gars qui sont déjà là-dedans, je vais leur expliquer en quoi mon projet est innovateur et eux ils doivent comprendre parce qu'ils sont dans le secteur, tu vois. Et donc je dois pouvoir trouver les investisseurs industriels au début qu'on appelle en fait des investisseurs donc fondateurs, quoi, clés, qui vont crédibiliser le projet, parce que quand je vais dire que Métro a investi chez moi, on se dit bah tiens le gars son truc sûrement que ça vaut quelque chose, tu vois. Et donc voilà, je pense que si tu n'arrives pas à convaincre des professionnels du secteur auquel tu t'adresses d'investir chez toi, alors sans doute c'est qu'il manque quelque chose à ton projet. Et d'ailleurs en faisant ça, tu vas aussi te donner la possibilité d'avoir des conseils gratuits, parce que quand tu vas aller voir tous ces gens pour leur expliquer ton projet, ils vont te dire les raisons pour lesquelles ils pensent que ça ne marchera pas si c'est ça leur conviction, et tu vas pouvoir améliorer ton pitch et sans doute ton projet, parce que le pitch est au service du projet et non pas l'inverse, hein. Qu'est-ce que vous souhaitez aux entrepreneurs comme vous pour les mois à venir? On sait que c'est pas facile de se projeter, on a une petite instabilité, bon, ouais. sans paraphraser. Le mot il est simple, hein, du courage. Bah oui, oui, il faut du courage, c'est-à-dire que détermination, courage, abnégation et conviction, voilà. Et se dire que de toute façon tout ça c'est un jeu, c'est pas bien sûr que quand tu fais la finale des Jeux Olympiques, il y aura un premier, il y aura un huitième, voilà. Et donc globalement, on vit un monde où tout le monde évidemment veut être dans la performance. Parfois, il faut savoir aussi faire le dos rond, un pas de côté, donc pour mieux accélérer ensuite. Merci beaucoup, on va vous réinviter l'année prochaine. Quand tu veux. Merci. Et l'année prochaine, j'interviens parce que là, cette année, je n'ai même pas été convié à intervenir. Et les gens sont très déçus. Je vois que... mais nous les premiers, on se rattrapera, Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre, bonne journée. Mathieu. A tout de suite pour la suite de vos programmes sur Bismart.